Salut tout le monde, moi c'est Marie, je suis prof de yoga et en 2021 j'ai créé Gingembre Studio qui est un studio de yoga à Bienne en Suisse. Donc c'est là que j'habite. On a créé le studio avec mon mari juste après en fin de Covid. On a eu de la chance de trouver ces magnifiques locaux dans lesquels maintenant je donne mes cours de yoga et on a aussi deux collaboratrices avec nous et on est hyper contente de pouvoir proposer un panel de types de yoga différents avec des personnalités différentes. Moi, j'ai commencé le yoga en étant assez jeune quand j'étais au lycée. Chez moi, on appelle ça le gymnase. J'avais 16 ans et c'est là que j'ai rencontré le Vinyasa Flow. Depuis là, j'ai essayé différents types de yoga, différents styles, etc. Mais mon cœur, il revient toujours vers le Vinyasa Flow, même si depuis quelques temps, depuis que j'ai fait ma dernière formation de 300 heures, plutôt tendance à me diriger vers des pratiques qui sont un peu plus lentes, pas forcément plus douces, mais où on fait un peu moins de posture, où on reste un peu plus longtemps dans les postures. Je trouve que c'est là que le yoga, il commence à être un peu transformateur. C'est là qu'il peut nous amener un peu toute sa magie. Mais ça, c'est pour moi, c'est mon parcours. Maintenant, la question, c'est de savoir pourquoi ce podcast. Euh, J'enseigne depuis 2019 et plus j'avance dans l'enseignement du yoga, plus je me rends compte que dans les cours traditionnels, les cours de pratique, on n'a pas beaucoup de place pour la théorie, pour la philosophie, pour ce qui fait que le yoga, c'est le yoga, en fait. Parce qu'on est tous d'accord de dire que c'est pas vraiment un sport, ou c'est pas que un sport. C'est clairement pas une religion, ça c'est sûr. Mais il y a quand même quelque chose de spirituel là derrière. C'est pas que de la respiration, c'est pas que de la relaxation, mais il y a quand même un peu de ça. C'est un peu quelque chose qui mélange tout ça et puis je pense que ça vaut la peine en fait de décortiquer ce qu'est le yoga pour comprendre pourquoi il est si magique et puis il peut être si transformateur en fait. Et c'est pour ça que j'avais envie de créer ce podcast, un peu en complément des cours de pratique physique qu'on fait une fois par semaine, deux fois par semaine, ça dépend, 3 fois, 4 fois, peu importe. Mais un peu pour amener ces aspects-là, un aspect un peu peut-être amener une certaine profondeur au yoga. C'est aussi pour ça qu'il a fait chavirer mon cœur d'ailleurs, du coup. Mon idée, c'est un peu d'essayer de vous faire comprendre ça, de vous permettre de comprendre ça. Mon idée, c'est vraiment d'essayer de simplifier sans être simpliste, de raconter que ce soit autant l'histoire que l'anatomie, que pour qui, pourquoi, comment. Donc on va aborder plein de thèmes différents et à mon avis c'est ça qui est la richesse du yoga en fait, c'est que ça concerne beaucoup d'aspects différents de la vie. Et le yoga, il peut vraiment traduire qui on est au fond. Il nous rappelle qui on est au fond. Pour que je colle au mieux avec vos besoins à vous, puis vos questions à vous, j'adorerais que vous m'en posiez. J'adorerais pouvoir vous lire au travers de commentaires, au travers de messages. On a un compte Instagram avec le studio qui s'appelle gingembre__ studio sur Insta. Vous pouvez sans autre nous contacter à travers ce compte et je me ferai vraiment un immense plaisir de vous lire et au mieux de répondre, peut-être même de faire un épisode sur différentes questions qui peuvent survenir. Donc vraiment, je suis hyper ouverte. Pour moi, c'est vraiment un plaisir de pouvoir parler de ça avec des gens qui s'y connaissent ou qui sont plutôt novices. La première question que j'ai envie d'aborder dans ce podcast, tant qu'on a posé les bases du pourquoi, pourquoi le podcast, la première question c'est pourquoi on se sent bien après un cours de yoga? C'est une question qui m'a été posée par mon mari une fois quand je suis rentrée d'un cours. Lui, il vient de temps en temps à mes cours, à d'autres cours. La première constatation que je lui ai montrée, c'est qu'en fait, quand on fait un cours de yoga, on se sent bien après. Et la première raison, c'est parce qu'on bouge le corps. On sait bien que bouger son corps, ça fait du bien. Peu importe le sport ou la pratique physique qu'on aime avoir, quand on bouge son corps, ça fait du bien. Dans le yoga,
on mélange les étirements, on mélange le renforcement musculaire, le gainage avec la respiration. J'y reviendrai à la respiration, mais c'est comme si vous pouvez imaginer, c'est comme si vous étiez en train d'étirer une éponge qui serait toute ratatinée. Comme si on lui ramenait de la souplesse au travers des différentes postures, des différentes techniques. Et c'est ça qui fait en fait que, tout d'un coup, on fait de l'espace dans le corps. Tout d'un coup, j'arrive à respirer plus profondément. Et la respiration, j'y reviendrai, est fortement liée à la tranquillité, au calme. Ensuite, le yoga, il a un impact sur le système nerveux, c'est indéniable. Je reviendrai là-dessus en détail dans un prochain épisode sur vraiment l'impact que le yoga a sur le système nerveux. Mais globalement, ce qu'on peut déjà dire, c'est que le yoga, il stimule le système nerveux parasympathique, qui est celui qui nous met dans un mode détente et digestion, contrairement au système nerveux sympathique, qui est plutôt l'état d'alerte, celui qui nous pousse à fuir quand il y a du stress. Donc, en stimulant ça, en stimulant ce système nerveux parasympathique, en fait, on a moins de tension, le rythme cardiaque il est plus apaisé, puis il y a un sentiment général de bien-être qui se crée dans le corps. C'est aussi fortement lié à la stimulation du nerf vague, qui est un nerf important dans le corps qui relie le cerveau aux organes vitaux et qui joue un rôle clé dans la régulation du stress et puis les émotions. Plus on tonifie le nerf vague avec la respiration profonde et puis les mouvements du yoga, plus on renforce notre capacité à se détendre naturellement. En faisant du yoga régulièrement, c'est un peu comme si on reprogrammait le système nerveux pour évacuer les tensions au quotidien. La dernière dimension en lien avec le corps, avec l'aspect corporel du yoga, c'est celle de l'énergie. L'énergie qu'on pousse à faire circuler dans le corps. Dans les cours, peut-être vous entendez ce mot de prana. La prana, c'est l'énergie vitale. Et selon la philosophie du yoga, notre corps, il est traversé de nadis, c'est des canaux d'énergie. On dit qu'il y en a plus que 72 000 dans tout le corps. Et en plus, il y a des centres énergétiques que vous connaissez sûrement. C'est certainement un mot que vous avez déjà entendu. Ça s'appelle les chakras. On en a 6 ou 7, ça dépend des traditions du yoga. Je reviendrai aussi sur les chakras. Mais à travers les postures et puis la respiration, en fait, on facilite la circulation de l'énergie, on enlève les blocages et du coup, on trouve un équilibre interne, comme une harmonisation intérieure. Et c'est ça qui fait aussi qu'on se sent bien après un cours de yoga. Même si ce n'est pas forcément notre intention de base, on ne va pas forcément à un cours de yoga pour harmoniser son intérieur ou trouver ce genre d'impact. Ce n'est pas forcément le but. Le but, c'est peut-être simplement de faire des postures. Mais en fait, c'est la structure du cours, c'est les postures en elles-mêmes qui ont cet impact-là sur le corps. C'est comme la cerise sur le gâteau, si on veut bien. Ensuite, il y a l'aspect respiration, comme je l'ai évoqué avant, qui a un impact, qui a beaucoup d'impact sur nous, la respiration. D'ailleurs, vous le savez sûrement, quand on parle des émotions, on parle souvent de la respiration, on dit « j'ai eu le souffle coupé », par exemple. Quand on a eu peur ou ce genre de choses. Du coup, la respiration, elle traduit beaucoup de notre état. C'est intéressant de voir que, en fait, dans un cours de yoga, c'est une des seules pratiques physiques où on nous dit inspire, expire, inspire, expire. Et ça va même plus loin que ça. On nous apprend ou on nous réapprend à respirer profondément. Et la respiration, elle est fondamentale. On dit même qu'il n'y a pas de yoga sans respiration. Une posture sans respiration, c'est pas du yoga, c'est juste une posture. Mais c'est intéressant de voir que la respiration, pour la pratique du yoga, on la veut stable, on la veut rythmée, et on la veut contrôlée, et on la veut lente. On veut une respiration qui soit lente et qui soit la plus stable possible à travers toute la pratique. Dans le yoga, la respiration, elle a vraiment ce rôle central. En fait, c'est comme si maintenant vous vous arrêtez puis vous prenez 1h15 pour... Chez moi, les cours, ils durent 75 minutes. Vous prenez 75 minutes pour respirer. Et en fait, le fait de faire ça, comme j'ai dit avant, ça stimule le nerf vague. Ça permet de ralentir la fréquence cardiaque. En clair, ça envoie un message au cerveau pour lui dire « c'est bon, tu peux te détendre ». Ça libère des endorphines. On réduit la production de cortisol, qui est l'hormone du stress. Respirer profondément et calmement pendant 1 heure, c'est comme faire un
câlin à son cerveau. Et finalement, c'est peut-être le point le plus logique, le plus intuitif de cette liste. Mais un cours de yoga, il se termine par une relaxation finale qu'on appelle communément Shavasana, qui est la posture du cadavre. De toutes les postures, c'est probablement la plus importante parce que quand on est allongé sur le sol, les yeux fermés, en mode de profonde détente, plus ou moins guidé, ça dépend des profs, mais en général, c'est quand même guidé. C'est un moment où le corps, il assimile tout ce qui vient d'être fait. Toutes les postures, toutes les techniques, toutes les respirations qui ont été prises, c'est comme si là, on faisait une sauvegarde générale dans le corps. Et du coup, Shavasana, c'est hyper important. On peut pas louper Shavasana. Shavasana, c'est pas juste le petit truc à la fin où je suis contente de me coucher par terre parce que c'était quand même un peu dur. Shavasana, c'est vraiment le moment où on sauvegarde toutes les infos qu'on a données au corps, au système nerveux, à l'esprit, à l'énergie. Tout ce qu'on a stimulé pendant 1h15, maintenant on l'imprime dans le corps pour le prendre avec. Pour que tout ça, ça soit pas vain. Intuitivement, on peut penser Shavasana, c'est facile. On est couché par terre, on fait rien. La réalité, c'est que faire rien, pour pas mal de gens, c'est pas si facile. Être déposé sur le sol, sans bouger, en gardant les yeux fermés, ça peut être un challenge. En tant que prof, on arrive à voir, si on voit des gens qui commencent un peu à bouger, à gesticuler, à se gratter, souvent, on dit si le corps il bouge, l'esprit il bouge. C'est pas une science exacte, mais ça donne une bonne indication. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave de bouger pendant Shavasana. C'est pas grave de pas arriver tout le temps à trouver une profonde relaxation, mais on a vraiment un grand bénéfice à trouver cette profonde relaxation. Parce qu'en fait, le fait de trouver cet état, c'est le cerveau qui envoie des ondes, qui vibrent sur des ondes différentes que celles d'habitude. En fait, c'est un peu cet état entre le sommeil et l'éveil. C'est pas un vrai sommeil. Si on a l'impression qu'on s'endort pendant Shavasana, c'est pas le même sommeil que quand on est dans son lit et puis qu'on tombe dans un sommeil profond. Ou pour la plupart du temps, c'est pas comme ça. C'est un peu cet état entre deux et c'est ça qu'on cherche. C'est un état où on peut ressentir un peu un espèce de flottement, comme si on planait. C'est un vrai calme intérieur, en fait. Et c'est ça qui nous fait à la fin se dire maintenant je suis vraiment bien après ce cours de yoga. Shavasana, méga super important. Jamais sauter Shavasana. Tous ces aspects-là sont des raisons pour lesquelles le yoga, en fait, la structure du yoga et le yoga en lui-même, il porte en lui ce fait qu'on se sente bien après un cours de yoga. C'est aussi qu'il répond à plusieurs aspects de la société actuelle qui nous poussent à être plutôt, à mon avis, plutôt dans quelque chose de performance, de réflexion, d'analyse constante. Et que là, en fait, on se dit juste stop, pause, respire et ressent. Et en fait, ça fait qu'on se sent bien. Donc, vous l'aurez compris, le yoga, il est porteur d'histoire. À mon avis, il est aussi porteur de futur. Je suis persuadée personnellement que l'humanité, elle se porterait un peu mieux si on banalisait la relaxation profonde, si on banalisait la pratique du yoga et de la méditation, si ça se démocratisait encore un peu plus. Avec ce podcast, mon but, c'est d'expliquer encore un peu mieux les racines du yoga, de les expliquer à ma manière, d'apporter ma pierre à cet édifice, mais aussi peut-être de montrer quelles branches de cet arbre font indéniablement du yoga une discipline du futur, dont on va de plus en plus avoir besoin, dont on a de plus en plus besoin. Et on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Gingembre Podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et avant de partir, laissez-moi un petit commentaire. J'adorerais vous lire. Ou laissez-moi 5 étoiles. Enfin, c'est pas vraiment pour moi. C'est plutôt pour les algorithmes. Allez, ciao!